Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Pour m'accompagner jusqu'à 21h, Raphaël Steinville, bonsoir. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonsoir à Louis Morin, qui rejoint l'équipe d'Europe 1 Soir, journaliste et documentariste. Bonsoir Pierre Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ambassadeur de France, et qui a été ambassadeur de France en Russie de 2020 à 2024. Vous publiez Au cœur de la Russie en guerre, récit de l'ambassadeur de France aux éditions Talendier. C'est paru en octobre dernier. Vous étiez ambassadeur de France à Moscou lors de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Je le disais tout à l'heure en titre, ce n'est pas seulement un journal de bord, c'est un récit, un texte pour comprendre quelle est la matrice russe avec l'objectif sous-jacent de cette conquête de territoire. On a dit tout sur Poutine. Il y a eu des interrogations au début de la guerre en Ukraine qui étaient d'ailleurs assez fumeuses parce qu'on disait est-ce qu'il est fou ? Non, il est absolument pas fou. Il y a une vraie volonté. Est-ce qu'il y a dans la volonté de Vladimir Poutine, parmi les différentes thèses, celle des conquêtes de territoire et d'étendre le territoire russe jusqu'à Lisbonne, jusqu'à l'océan Atlantique, Pierre Lévy? C'est cette guerre, cette aventure guerrière, en fait, elle vient de très loin. Vous savez, le président Poutine, il est imbibé d'histoire. Il la relie à sa manière. Il l'explique à sa manière aussi, avec énormément de distorsions. Et donc, ce projet vient de très loin. Et ça va bien au-delà, en fait, de la conquête, de l'asservissement de l'Ukraine. On connaît tous les débats sur les liens entre l'Ukraine et la Russie. Il avait écrit un article séminal en juillet 2021 sur l'unité des peuples russes et ukrainiens. Mais je crois j'ose pas dire que c'est secondaire, mais je crois que la dimension territoriale en elle-même n'est pas centrale. J'utilise souvent cette image de crise matrioshka. Il y a l'Ukraine, bien sûr, annihiler sa souveraineté. Et ils ne peuvent pas accepter qu'un pays fasse un choix différent, surtout un pays jumeau. Les matrioshkas, c'est les poupées russes. Les poupées russes, voilà. Qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et en fait, il y a 3 poupées. Certains diraient même 4. Première poupée, l'Ukraine. Deuxième poupée, lutter contre les États-Unis. La soumission de l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine ne choisit pas son destin. L'Ukraine fait partie de l'étranger proche, de l'histoire, de l'identité russe. Bon. Deuxième poupée, la lutte contre les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne. Donc ça, c'est l'ouverture sur les impérialismes. Voilà. Donc le retour de l'Empire russe face aux États-Unis et à l'OTAN. Voilà, avec le sentiment d'être acculé, ce qui n'est absolument pas vrai. Et troisième poupée, l'avènement, la lutte de la Russie pour l'avènement d'un autre monde. C'est-à-dire un monde multipolaire ou polycentrique, pour reprendre aussi les expressions de Vladimir Poutine début octobre dans un grand discours à Valdai. En fait, un monde de sphères d'influence. Et il faut bien comprendre que la crise, elle va bien au-delà, en fait, de la simple question territoriale, du Donbass. C'est véritablement un projet qui vise à favoriser, à combattre pour un autre monde, un monde désoccidentalisé. Ça aussi, c'est une expression qui revient très souvent dans la bouche des dirigeants russes, qui parlent, vous l'avez entendu très souvent, par exemple, Sergueï Lavrov, qui parle de la majorité mondiale. Vous êtes maintenant minoritaire, vous n'existez plus, et en particulier, ils visent beaucoup les Européens. Vladimir Poutine qui disait il y a bien longtemps maintenant que le problème des Occidentaux, c'est qu'ils pensaient à l'occidental et qu'ils voudraient que ce dogme occidental, et pour ne pas dire américain, soit transposé au dogme russe. Et d'ailleurs, l'explication était la même pour les pays du Golfe, qui n'ont pas forcément la même mentalité. Bien sûr. Non, mais vous avez tout à fait raison. Vous aviez tout à fait raison dans vos mots. Là-dessus, Vladimir Poutine vos mots d'introduction. Il y a pas de folie. Il y a une rationalité qui est différente de la nôtre. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Vladimir Poutine, aujourd'hui, l'Ukraine, c'est peanuts. Alors c'est vite dit parce qu'on a dit que ça serait une blitzkrieg. En réalité, on a vu que le nombre de morts, le nombre de conséquences totalement folles qu'il y a de cette guerre en Ukraine.
Et puis finalement, vous dites ça n'est qu'une étape, mais alors on aimerait bien avoir les étapes suivantes. Pour l'instant, ça va durer très très longtemps. Non, l'Ukraine, c'est pas... Tandis que Vladimir Poutine, lui a une durée de vie. L'Ukraine n'est pas peanuts, parce que c'est vraiment le point d'entrée. Vous voyez, moi je pense qu'il a une vision. Oui, mais il pensait aller plus vite. Voilà, mais il pense, bien sûr, ça se passe pas comme prévu. C'est ça, rien ne se passe comme prévu. Oui. Ça, c'est un autre livre. Ni Dieu pas plein, nous, comme disent les Russes. Et donc, non, mais en fait, moi je crois qu'il y a eu deux séquences. Il y a eu la réforme constitutionnelle en 2020 qui lui permet de rester jusqu'en 2036. Et là, je pense qu'il s'est dit, c'est le moment de régler la question ukrainienne, mais pour la postérité. Je veux écrire mon nom dans l'histoire russe à côté de Pierre Ier et d'autres. Et puis ensuite, et les Russes font ça très bien, profiter de nos faiblesses plus que d'être forts par eux-mêmes. Il a vu ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait en Europe, l'affaiblissement, le retrait catastrophique de Kaboul des Américains. Et ensuite, les images de ces avions décollant embarquant avec eux des Afghans sur les ailes des avions. Une montée des tensions et puis le passage à l'acte en février 2022. Raphaël Steinville pour le JDD. Oui, on se souvient qu'en 2001, je crois, Vladimir Poutine évoquait un désir de rapprochement avec l'Europe. Qu'est-ce que nous avons raté depuis ce temps-là pour finalement arriver à cette rupture qui semble non seulement consommée mais irrémédiable entre la Russie et aujourd'hui l'Europe. 2001, donc au bout d'un an de règne seulement. Ouais. Et donc après ou avant les attentats de 2001 ? C'était en février, je crois. Ouais. Oui, je me suis occupé de la Russie et des relations UE-Russie justement à cette période qui était pleine d'espoir. Vous vous souvenez, il y a eu le premier sommet Russie-Union européenne à Saint-Pétersbourg en 2003. Je crois qu'il faut faire attention à l'analyse. Quand on dit qu'est-ce que nous avons raté, qu'est-ce que ça veut dire nous ? Est-ce que c'est nous les Occidentaux ? Parce qu'il y a tout un discours. Tout le moins les Européens, puisque c'était un rapprochement. Parce qu'il y a tout un discours, les Occidentaux, on les a pas écoutés. Vous savez, c'est très intéressant quand on regarde les positions. Il y a ceux qui disent on les a pas assez écoutés. Il y en a même qui disent on les a humiliés. Et puis il y en a d'autres qui disent on s'est aussi trompé parce qu'en fait on a été trop mou à l'égard de la Russie. Mais je crois que, et c'est ce que j'essaye de présenter de manière aussi objective que possible dans mon livre, à la fin, nous sommes-nous trompés ? Je crois aussi que les Russes nous ont perdus. Je pense qu'il y a des responsabilités qui viennent des deux côtés. Des deux côtés. En tous les cas, les Russes nous ont perdus. Parce que je me souviens que en 2003, on avait travaillé sur un concept, un cadre général de relations avec la Russie qui était extrêmement prometteur. Mais la Russie est irréductible. La Russie considère qu'elle n'est pas un partenaire comme les autres. Donc elle voulait avoir une place à part, elle voulait avoir un droit de regard sur certaines évolutions. Et puis moi je crois fondamentalement, et ça c'est le résultat de discussions que j'ai eues avec des responsables russes, ils n'acceptent pas la nouvelle configuration européenne qui est issue de 1991. Une anecdote, le petit-fils de Molotov me disait, j'étais en mission en 2008 à peu près, je crois, à Moscou. Et je lui dis, mais vous ne croyez pas qu'aujourd'hui c'est mieux qu'avant ? Regardez, il y a un espace commun de prospérité, on travaille ensemble et tout. Et il me regarde et il me dit, mais comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? D'abord, il n'y a pas d'espace commun. Et deuxièmement, pour aller en Pologne, maintenant, il me faut un visa. Tout était dit, alors qu'en fait, il était dans cette Union soviétique qui englobait bien sûr le bloc de l'Est. Bien sûr, il faut comprendre la mentalité. Louis Morin a une question pour vous. Pierre Lévy, ça fait finalement assez longtemps que Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie, et on se souvient, pour ceux qui apprécient le plus la politique, de ce déplacement de Nicolas Sarkozy à Moscou en juin 2007, où nombreux commentateurs pensaient que le président français était ressorti ivre. Finalement, ça aurait été qu'un duel avec le président russe en coulisses. Le président Sarkozy ne boit pas. Qui aurait été particulièrement viril. Est-ce que là aussi, finalement, c'était pas déjà des prémices d'un Vladimir Poutine qui voulait imposer son autorité, y compris vis-à-vis du président français, et qui a pu être particulièrement virulent verbalement à ce moment-là Pierre Lévy. Oui, je me souviens à peine de cette affaire, mais il me paraît vraisemblable qu'il y a eu peut-être un choc parce que il faut se souvenir que cette rencontre est intervenue entre deux événements importants. 2007, février 2007, c'est la réunion annuelle, un peu le festival de Cannes des gens qui s'occupent des questions politico-militaires, de la conférence de Munich sur la sécurité. Et vous vous souvenez qu'il y a eu un discours de Poutine très très dur à l'époque,
en disant le monde ancien c'est fini. Maintenant, je vais vous dire, sans précaution diplomatique, la vision russe. Ça, c'était important et ça a été un choc. Et puis ensuite, 2008, c'est la guerre avec la Géorgie. Vous savez, après le sommet de l'OTAN à Bucarest, où on avait adopté un compromis insatisfaisant en fait sur l'avenir de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Vous voyez, donc en fait, ils étaient déjà dans une période de tension, d'assertivité, je ne sais pas si le mot est bien français, ou d'agressivité, pour réinstaller la Russie dans sa puissance. Je crois que c'est son carburant. Mais alors, on a vu des images là tout récemment de cette visite de Steve Witkoff, où d'ailleurs, on était sans doute, certains médias ont été un trop précoces en disant que ça va être la fin du conflit ukrainien, que ça y est, Steve Witkoff apporte suffisamment de garanties, notamment on imagine financières, parce que quand on envoie Steve Witkoff, généralement on va parler d'argent, avec Poutine. Puis finalement, il ne s'en est rien tiré. On a vu sur les images un Vladimir Poutine qui n'avait pas la tête, le visage habituel, qui était très souriant, qui était très à l'aise. On a l'impression que c'était la tournée des Grands-Ducs. Et puis là, on a, et Maël le signalait tout à l'heure dans le journal d'information sur Europe 1 à 20h, il disait les négociateurs ukrainiens sont en route pour la Floride en vue d'une nouvelle réunion avec les émissaires américains. Et on a envie de vous demander, Pierre Lévy, mais qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que, après tout ce que vous venez de nous dire sur Europe 1, est-ce que le tsar, est-ce que Vladimir Poutine n'en a que faire de savoir ce qui va se passer en Floride avec ces négociations? Oui. J'ajouterais aussi que Yuri Ushakov, qui est le conseiller diplomatique de Poutine, a déclaré aujourd'hui il reste beaucoup de travail à faire. Vous voyez. Et puis vous parliez de Witkoff, mais moi je ne peux pas m'empêcher de noter que vous avez Witkoff avec qui vient, qui a son expérience, son profil, et qui se retrouve face à Ushakov, qui a été ambassadeur à Washington 10 ans et qui est conseiller diplomatique de Vladimir Poutine depuis 14 ans. Je le voyais régulièrement d'ailleurs. Oui, c'est le choc des cultures. On a un agent immobilier d'un côté et puis d'expérience, de naïveté. Ils ont cette mémoire longue. Et donc, je crois que l'équation de la Russie, l'équation de Vladimir Poutine, elle consiste à maintenir le cap, parce qu'en fait, ils n'ont pas bougé par rapport aux positions qu'ils ont exprimées. Je conseille très souvent de se reporter, de relire un grand discours qu'il avait fait aux Affaires étrangères le 14 juin 2024, dans lequel il détaille sa position, qui est très très dure, et en même temps ne pas pousser à bout Trump. Vous voyez, d'où la flatterie, d'où des formules du type « c'est la guerre » de Biden. Les Européens, pour comprendre les toutes dernières déclarations, ce sont les Européens qui sont des fauteurs de guerre pour séparer les Européens des Américains. Voilà, le jeu est assez transparent. Mais et alors pour conclure, qu'est-ce que vous pensez de cette visite d'Emmanuel Macron à Xi Jinping? Est-ce bien nécessaire, monsieur l'ambassadeur? Que peut faire monsieur Macron en disant à monsieur Xi Jinping, finalement, est-ce que vous pourriez faire pression pour arrêter la guerre en Ukraine? Pardonnez-moi, ça a l'air presque d'un dessin animé, d'un mauvais épisode des Simpsons. Non, d'abord, moi je trouve bien évidemment c'est absolument nécessaire. Je veux dire, la vie internationale aujourd'hui ne se résume pas, heureusement, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit pourtant bien de cela. Non, mais ce que je veux dire, c'est Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du président Macron? Je sais que c'est difficile pour vous de répondre, puisque vous êtes diplomate de carrière et que vous avez un droit de réserve, monsieur Lévy, mais quand bien même, on aimerait bien avoir votre opinion. Non, moi je crois qu'il est illusoire de vouloir, parce que c'est aussi un objectif qui a été mentionné pour le président de la République ou pour Trump même, de séparer la Russie la Chine de la Russie. Voilà. Ça, je n'y crois pas, parce que je trouve que la Chine... Donc c'est vain. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Laissez-moi terminer. La Chine a beaucoup d'intérêt à ce que tout ça continue. C'est clair. Que quoi continue? Que la guerre continue. Que la guerre continue. Ah oui, les mots ont un sens. Bien sûr, que la guerre continue, parce que ça distrait l'attention par rapport à ce qu'elle veut faire, ça affaiblit la Russie, ça affaiblit l'Europe. Mais je crois qu'il y a une différence majeure quand même entre la Russie et la Chine sur laquelle on doit jouer. La Chine est un pays qui est intégré dans la globalisation, dans les chaînes de valeur, et donc qui a des intérêts considérables sur le marché américain,
sur le marché européen et qui n'a pas intérêt à ce que la table soit renversée avec la vaisselle et tout. La Russie n'est pas intégrée dans la globalisation. La Russie fournit des matières premières, mais elle est dans une situation économique internationale très différente de la